dans le sujet. Voilà, donc on va débuter cette conférence, Equi-coaching quand le cheval guide nos pas. Et je vais mener cette conférence donc avec Sophie qui nous a rejoint. Bonjour Sophie, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc Sophie, tu es Equi-coach. Tu nous expliques un peu c'est quoi ce métier? Alors, ce métier, donc c'est de l'accompagnement professionnel ou personnel assisté par la présence du cheval. Donc, on va travailler cette base de coaching. Donc, on est vraiment dans une relation où on va aller chercher une réponse à un problème. On est vraiment dans une conversation de humain à humain. Et puis après, on va à la rencontre des chevaux et on va les questionner, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, on va faire des exercices après une première mise en relation. Et moi, mon rôle, c'est d'observer ce qui se passe dans la relation entre le cheval et le coaché. Donc, sur base de ce qui se sera dit à la réunion avant, à l'entretien avant, et je vais observer ce qui se passe dans la relation ou proposer un exercice adéquat à la problématique pour que la personne puisse soit faire des prises de conscience sur ce qui bloque au changement, sur ce qu'elle vit actuellement. Voilà, on va travailler avec cette notion miroir. Ok. Et du coup, je me suis pas présentée, je me rends compte là parce que tout le monde ne me connaît pas. Moi, c'est Charlotte Letien, donc je suis communicant animalier professionnel. Du coup, je propose des consultations en communication animale et des formations en communication animale, donc pour apprendre aux personnes qui le souhaitent à parler avec les animaux. Alors évidemment, dans mon travail de communicant animalier, bah, j'ai régulièrement l'occasion de communiquer avec des chevaux et donc de récolter le point de vue que les chevaux peuvent avoir sur leur cavalier, sur les humains qui s'occupent d'eux, sur l'interprétation que les chevaux, eux, ont de notre comportement. Donc finalement, bah, Sophie, tu as la vision, interprétation du comportement du cheval. Et moi, j'ai la vision comment le cheval interprète le comportement de l'humain. Finalement, c'est deux visions qui sont différentes mais complémentaires. Et puis parfois, il y a des situations assez drôles qui peuvent ressortir dans cette relation humain-cheval. Donc, je pense à une personne qui était venue en formation pour apprendre la communication animale et elle avait une question à poser à sa jument. C'est-à-dire que sa jument l'accueillait systématiquement euh, donc dans le box en lui tournant le dos. Donc, elle lui montre la croupe, elle couche les oreilles en arrière et elle fait vraiment tous les signaux qui menacent de taper. Et puis, du coup, elle accueillait sa cavalière de cette manière. Puis une fois que la cavalière elle rentre dans le box, lui met le licol, bah, c'est fini. La jument, elle est tout à fait coopérative, elle travaille très bien. Enfin, elles ont une relation depuis longtemps, voilà. Mais cet accueil était toujours très désagréable pour la cavalière. Et donc, on a demandé au cheval pourquoi il avait ce comportement avec sa cavalière. Et le cheval a répondu qu'en fait, il ne faisait que reproduire le comportement que sa cavalière avait, elle, avec les gens dans l'écurie. Comment est-ce que toi, tu lirais cette situation? Enfin, comment ça te parle, Sophie? Alors, je trouve ça très, très marrant parce que c'est des situations qu'on peut retrouver très, très souvent. Euh, alors, il faut bien comprendre que c'est pas moi qui l'interprète. Moi, je soulève ce qui se passe et c'est le coaché elle-même qui me parle et qui me dit ah ben, dis donc, c'est exactement ce qui se passe dans ma vie sur un autre plan. Et donc, ma lecture à moi, ça aurait été, mais et elle fait ça systématiquement, oui, ok. Et avec d'autres personnes ou pas? Et donc, j'aurais questionné, est-ce que ça se passe uniquement avec vous? Est-ce que ça se passe uniquement au sein de l'écurie? Voilà, je pense que j'aurais d'abord fait tout ce tour de la question pour ensuite terminer en lui demandant ce que ça représentait pour elle. Est-ce que ça lui parle? Est-ce que c'est quelque chose où elles se sont concernées? Est-ce que ça lui arrive de se retrouver dans cette situation-là? Et là, bien souvent, la réponse, parce que c'est une prise de conscience, la Mm. réponse, là, à ce moment-là, les gens tombent des nues. Ah ben oui, en fait, mais je fais Oui, ça tout le temps. oui, c'est ça. Mais c'est exactement comme moi. Et puis il y a cette notion où
il y a un transfert sur son cheval qui se fait. Euh, voilà, et on peut en discuter. Moi, j'ai une petite cliente comme ça. Elle comprend pas, elle a des soucis avec son poney et elle comprend pas trop ce qui se passe. Elle-même à l'école, c'est pas facile dans ses relations avec les copines à l'école. Et là, pour le moment, c'est très compliqué avec son poney. Dès qu'elle rentre de l'école, elle va voir son poney parce que pour elle, c'est une bouffée d'oxygène. Et donc, elle va voir son poney directement qui lui prend des distances, qui est difficile avec elle. Et ils arrivent finalement à avoir une relation très conflictuelle. Et là, elle comprend pas. Elle comprend pas ce qui se passe. Et oui, et donc là, ça serait finalement le poney est peut-être sensible à l'état émotionnel dans lequel sa cavalière se présente à lui. C'est exactement ça. C'est Mm. euh, c'est exactement ça. Et pour te donner une image, donc j'accompagne cette petite jeune fille. Euh, et on fait du travail avec mes chevaux. Et là, la semaine prochaine, on va travailler ensemble avec son poney. Mais pour lui donner une métaphore et qu'elle puisse le comprendre, je lui ai dit, écoute, c'est comme si tous tes soucis de l'école, tu les portais dans des gros sacs et tu arrives près de ton poney, toi, mais avec tes gros sacs. Et puis tu arrives devant lui et tu veux les lui déposer comme ça. Et lui, il te regarde et te dit genre, mais je suis pas une mule, moi, je vais pas les porter, tes sacs à dos. Donc non, je veux pas ça. Tu gardes ça. Et lui, il s'en va à ce moment-là. Et elle se retrouve là avec son paquet qui représente toute cette charge émotionnelle et dont elle ne sait que faire parce qu'elle n'a pas appris à s'en décharger autrement que de venir au contact de son poney. Mais peut-être que son poney, il a vécu sa vie dans le troupeau, il a peut-être eu lui-même des interactions à gérer, il a peut-être eu ses propres émotions à gérer. Et donc, du coup, gérer en plus le sac à dos de sa petite cavalière, non, c'est trop. Et donc, Oui, voilà. Et je lui ai dit, il faut que tu lui rendes sa place de poney et pas de bourricot sur lequel tu vas déposer tes gros sacs qu'il va devoir transporter. Voilà, par exemple. alors c'est effectivement quelque chose qui ressort dans la communication animale. Je me souviens d'un cheval en particulier. En fait, rien qu'en parlant avec lui, j'ai pu deviner quel était le métier de sa cavalière. Donc, la cavalière était infirmière, mais j'ai deviné son métier pas par rapport au fait que le cheval ait déjà vu sa cavalière en blouse ou qu'il sache qu'elle fait des injections, mais par rapport au type de stress avec lequel la personne arrivait. Et bon, il y avait une notion d'horaire, mais le genre d'émotion que cette personne communiquait à son cheval, c'était suffisamment précis pour que j'arrive à me dire, mais cette personne doit être infirmière, parce qu'il y a des notions d'urgence et des notions de frustration de ne pas avoir pris soin des autres comme on voudrait. Il y a des rapports à la hiérarchie. Il y avait toute cette tension à l'époque par rapport au personnel soignant. Et donc, on était au cœur de la situation autour du Covid, là, avec ces tensions autour du vaccin, etc. Et rien que le cheval qui me partage à travers la communication animale, quelles sont toutes les émotions qu'il accueille de sa cavalière, eh bien, j'ai pu deviner le métier de la personne. Donc, ça montre aussi à quel point, pour le cheval, déjà, ça prend de la place, l'émotion du cavalier, ou en tout cas des humains qui sont en relation avec lui. Et en plus, il a aussi une finesse dans le décodage de la vie émotionnelle des personnes, finalement. Très, très fine. Oh, il y a un écho, je ne sais pas si... Ah ben voilà, ça s'est calmé. Oui, très très fine. Écoute, moi j'ai plusieurs anecdotes comme ça. Je travaille aussi avec mes chevaux en centre de détention. Euh, et donc c'est assez récent en Belgique. En France, ça existe déjà, mais en Belgique, c'est assez récent. Donc je fais ça depuis l'année passée. Et je me déplace avec mes chevaux. Il faut savoir que mes chevaux sont habitués à travailler avec l'humain, ils connaissent leur boulot, ils savent bien, voilà, ils connaissent leur métier. Et là, c'est nouveau pour eux. Donc, il y a quand même un petit stress par rapport au voyage, un nouveau lieu. Et puis, il y a toute cette charge émotionnelle quand les hommes arrivent pour travailler. Euh, Mes chevaux fuient. Ils fuient. Et donc, je suis obligée d'intercepter d'abord le groupe de personnes qui arrivent pour travailler avec eux. Je fais un travail de relaxation. Je fais un travail de respiration consciente.
on fait un body scan. Je leur demande de déposer s'ils ont des choses à déposer et on fait voilà, un bref petit tour. Je leur demande leur météo intérieur, etc. Voilà, on fait un bref débrief avant d'aller faire les chevaux parce que la première fois, je les ai laissés faire. Et en fait, ils se sont approchés, mais comme des chasseurs sur une biche. Mm. J'ai un cheval qui a sauté une clôture et Ah qui est oui. parti. Donc, voilà, oui, ils sentent très, très fort. Ils sont vraiment très sensibles par rapport à ça. Je ne sais pas aller au pré, mon mari est vétérinaire. Si je vais au pré avec lui, je ne sais pas avoir mes chevaux. Voilà. Ah, c'est Euh, parce qu'ils ont peur d'avoir un soin veto. Eh ben oui, forcément, lui, il les approche que pour la finalité, c'est une piqûre puisque c'est que j'ai pas pu régler le problème autrement. Oui. Euh, voilà. Et donc oui, mais bien sûr. Alors ça, c'est reconnaître. On pourrait me dire oui, mais ils reconnaissent la personne. Oui, ok, ils reconnaissent la personne, mais surtout en termes de vibration, en termes de ce que la personne va dégager. Le cheval n'a pas l'intelligence, il n'est pas muni pour réfléchir et penser, il est muni pour ressentir les choses, il est muni pour les vivre à l'instant T. Euh, Mhm. et donc, ça va pas avoir la même logique que chez nous. Ça va pas être, bah alors dis donc, t'as passé une mauvaise journée toi aujourd'hui. Non, ça va plutôt être comme un scanner et de se dire, wow, il y a un truc là. Est-ce que je dois avoir peur ou c'est OK? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais être curieux, je vais m'approcher doucement. OK? Ah, je risque rien. Et le cheval va lui-même demander à souffler, bâiller. Il va y avoir plein de signes où le cheval va inviter l'humain à lâcher la pression, en fait. Mhm. Et alors, du coup, t'as dit tout à l'heure les mots relation miroir. Oui, Et alors, souvent, quand je fais des retours de communication avec les chevaux, donc je fais le retour au propriétaire du cheval, j'entends ah, c'est dingue tout ce que vous dites sur la vie émotionnelle de mon cheval, j'ai l'impression que vous parlez de moi. Ou alors sur l'attitude enfin la manière dont le cheval vit sa vie sociale avec d'autres chevaux, par exemple, ça va faire écho chez la personne qui se reconnaît finalement dans son cheval ou dans ce que je peux dire de son cheval. Et du coup, si tu peux nous dire quelques mots, toi, sur cette notion, parce que du coup, en ce qui te concerne, les personnes que tu accompagnes travaillent avec tes chevaux, donc en fait, elles ne sont pas dans une relation intime avec eux au départ, mais il y a quand même cette relation miroir qui se fait. alors il y a cette relation miroir qui se fait, bien sûr. Euh, une anecdote, bon, ben, oui, il y en a plusieurs, mais cette relation miroir, les gens euh, se projettent. C'est simplement en observant ce qui se passe là sous leurs yeux, le coaché va lui-même dire, mais ah, c'est dingue, en fait, c'est ça qui se passe. Donc moi, j'ai par exemple un chef d'entreprise qui fait presque 2 mètres de haut, c'est une base. Il est arrivé dans les prés et les chevaux ont fui. Et là, il se retourne sur moi, il me dit, mais c'est l'histoire de ma vie, ça. Hmm. Et il a cette impression que c'est c'est comme ça, que tout le monde le fuit, que tout le monde... Alors, cette notion de miroir, moi, c'est mon travail. C'est vraiment euh, une pépite pour moi quand les gens se reconnaissent soit dans ce que l'animal fait, soit dans le caractère de l'animal, parce que je vais rechercher ça et on va travailler avec ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher chez mes coachés. Si, au terme de ma formation, on m'a demandé de présenter mes chevaux. Et quand j'ai présenté mes chevaux, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je parle de moi. Euh, j'ai deux chevaux avec des caractères complètement opposés. J'ai un hongre, une jument. J'en ai une qui est très fière, qui a un port de tête incroyable, très fine, très sensible, sauvage, mais hyper respectueuse, hyper placide. Et puis j'en ai un qui est euh, un gros garçon, très pâteau, très joli aussi, mais plutôt envahisseur, plutôt.
il prend de la place, il demande des gratouilles et de l'attention tout le temps, il demande d'être au contact tout le temps. Donc, ils sont très opposés, mais très complémentaires du coup. Et quand si je parle de moi, j'ai cette ambivalence et j'ai j'ai ces deux facettes de personnalité. Et donc, quand je vais parler de mes chevaux, je sais que chez moi, il y a un petit truc où je me dis, mais en fait, c'est comme Mm. moi. C'est comme moi. Et de voir ça chez les animaux, mais ce sont des choses qui nous parlent à nous. Tu sais, Charlotte, c'est comme dans les relations, au début d'une relation, c'est oh, toi aussi tu aimes ça? Oh, comme moi. Toi aussi tu Ouais. fais ça? Ah, mais comme moi. Et c'est le lien concret, c'est tout ce qu'on va sentir au niveau énergétique qui passe, et on se sent dans cette fusion, et dans, c'est la lune de miel, c'est la relation lune de miel. Et Et oui, oui. les relations amoureuses sont basées là-dessus, hein, sur Mm. toute cette notion qui ressort, où on se Ouais. retrouve dans l'autre. Bah alors du coup, finalement, j'extrapole un peu cette notion miroir, mais c'est pas forcément que l'autre est comme nous, c'est plutôt que ce qu'on voit chez l'autre, c'est des aspects de nous. Donc finalement, ça veut pas forcément dire que notre cheval est celui que l'on croit. Exactement, Quelque part, il y a une partie de notre cheval qui nous échappe, quoi. Et, exactement. et oui. Et on est plutôt face à ce que je veux bien voir de ce qu'il me présente, avec les beaux et les côtés, hein. Ça peut être que du positif ou que du négatif, ou les deux, mais euh, Mm. quand le cheval s'en va, le coacher va me dire, bah voilà, en fait, j'ai aucun intérêt pour lui. C'est pas ça. Ah oui. Peut-être qu'il y a de l'herbe et que il est peut-être enfermé depuis 2 heures, et puis là, il a juste envie d'aller manger parce que c'est un besoin fondamental. Mm. Et donc, la personne va le prendre pour elle. Et donc, ça va être pour moi mes ingrédients de travail, en fait. Alors ça me fait penser du coup à un cheval que j'ai eu en communication animale et qui effectivement souffrait de ce que donc sa propriétaire, mais en plus toute l'écurie autour projetait sur lui. C'était un hongre arabe très, très beau, mais très, très nerveux et énergique. Et donc la fille est tombée amoureuse de son cheval. C'est aussi une fille hyper active, hyper énergique, très sportive et très sensible à son apparence physique. Donc elle achète un beau cheval, très dynamique, très énergique, etc. Donc en fait, effectivement, cette histoire amoureuse, ben, du coup, au début, ben, c'est un coup de cœur. Et elle amène son cheval dans l'écurie euh, où elle avait déjà un autre cheval, voilà. Et en fait, très vite, ils le mettent en paddock à l'extérieur avec le cheval le plus gentil, le plus pépère et le plus vieux de l'écurie. Que se passe-t-il? Ben, en fait, il y a un coup qui est donné à un moment donné, parce que les deux chevaux ben, s'excitent, ils se connaissent pas. Le cheval très fougueux réagit, il palette. Comme l'autre en face, il est un peu papy, un peu pâteau, un peu arthrosé, il réagit pas assez vite, ben, ça lui casse le genou, quoi. Donc, ça fait un, voilà. Et du coup, après, bon, agitation centre équestre, on court après le cheval, enfin bon. Et en fait, à partir de ce jour-là, c'est devenu, ben, ce cheval, il est stressé, peureux, ingérable, agressif, dangereux. Bien sûr. Et en fait, donc quand on m'appelle pour communiquer avec lui, c'est parce que la fille espère remonter son cheval. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'elle ne monte plus. Et en fait, en parlant avec le cheval, je me rends compte qu'en fait, lui, il est dans le box le plus pourri de l'écurie, au fond, dans la poussière, il sort pas. Il veut être à côté il a un cheval avec qui il s'entend bien, il n'est pas à côté de celui avec qui il s'entend bien, il sort tout seul quand il sort, mais ça arrive pas souvent parce qu'en fait, et donc il y a un état de stress chez ce cheval qui est très très important, on est presque dans de la maltraitance. Et du point de vue humain, ce que l'humain voit, c'est bah, ce cheval-là, c'est son caractère. Et la fille, elle me dit, mais de toute façon, moi j'ai peur de tout, il est comme moi, il a peur de tout. Moi je suis hyperactive, il est comme moi, il est hyperactif. Enfin, c'était vraiment ça. Et en fait, le cheval, il me disait, mais moi, je suis pas hyperactive déjà. J'ai peur de rien. Ensuite, j'ai juste besoin de sortir, de faire du sport et d'avoir des copains. Et en fait, bon, bah, du coup, bah, avec la communication animale, je l'ai beaucoup rassurée, etc. Et elle s'est remise en selle et son cheval l'a jamais foutu par terre. Il n'y a jamais eu aucun accident. Et en fait, elle s'est même rendue compte qu'il avait un petit côté paresseux, en vrai, ce cheval. C'est-à-dire que bon, il allait faire une balade de 1 heure, c'était suffisant, quoi.
il était taillé pour faire de l'endurance, mais jamais elle a pu faire de l'endurance avec lui parce qu'il avait un côté tranquille, hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça a été drôle de voir ce duo évoluer parce que dans les yeux des personnes, c'était plus du tout le même cheval 3 ans plus tard. Alors que dans la version du cheval, ça a toujours été le même, c'est juste qu'il était dans voilà, un environnement qui ne lui permettait pas d'être détendu et apaisé. Donc c'est vrai que parfois le cheval souffre de ce que nous projetons sur lui. Ce sont des étiquettes, hein. On le fait avec les êtres humains, on le fait avec nos enfants. En tout cas, on peut le faire. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas systématiquement, mais c'est quelque chose qu'on fait avec les autres aussi. Je pense que c'est une déformation humaine. Euh, Mm, et puis ce cheval, tu as dit un mot très important, tu parles de maltraitance. Euh, je pense que l'humain, de nouveau, associe la maltraitance à des coups physiques, euh, à ne pas avoir peut-être 3 carottes par jour, à ne pas avoir du foin matin et soir. Alors la maltraitance, elle peut être bien différente. La maltraitance, c'est quand déjà on n'a pas conscience des besoins fondamentaux d'un cheval. mm, La maltraitance peut déjà être je veux faire un cadeau à mon fils et lui offrir un poney pour son anniversaire. Et le poney se retrouve dans un petit jardin tout seul, sans aucun autre congénère autour de lui. mm, C'est de la maltraitance. Un poney qui se retrouve dans 3 hectares tout seul, c'est de la maltraitance. mm, Voilà. Alors le mot est fort. Mais pourtant, quand on fait référence aux besoins fondamentaux d'un cheval, ce sont des êtres sensibles, communicants, ce sont des animaux grégaires. Euh, j'ai beau dire que je suis une oursonne, si j'étais toute seule dans les bois avec mon chien, à un moment donné, je pense qu'il me manquerait l'échange. Peut-être pas très vite, mais à un moment donné, me viendrait ce manque de communication avec un semblable qui mm, serait capable d'échanger de la même manière et de comprendre exactement euh, ma façon à moi de communiquer pour être sûre d'être bien comprise. Et les chevaux, c'est la même chose, c'est déjà de la maltraitance. mhm. Oui, alors effectivement, euh, bon, les personnes qui font appel à moi pour une communication animale, a priori, c'est parce qu'elles sont enfin, inquiètes. Mhm. Elles ont envie que leur animal soit heureux, elles espèrent faire tout ce qu'il faut pour que ça soit le cas, Mhm. et elles aiment leurs animaux. Voilà, Bien sûr. c'est le premier, la base, c'est ça. Alors j'ai une petite partie de ma clientèle où c'est des pros qui cherchent la performance sportive, la fécondité, la reproduction de qualité, etc. Donc où on n'est pas dans les mêmes rapports à l'animal parce qu'il va y avoir des projections qui sont totalement différentes en fait, hein. Euh, et une manière de répondre aux besoins de l'animal qui est totalement différente aussi. Mais disons que globalement, je tombe a priori pas sur des cas de maltraitance, on va dire, flagrants, dans Voilà, lequel l'animal est tabassé, etc. c'est Ça ça. m'est arrivé plusieurs fois avec des chiens, avec des chevaux, ça m'est arrivé, mais disons que c'est rare. Mm. Par contre, la notion de maltraitance par ignorance, là, par contre, Voilà. oui, ça arrive et ça peut être très difficile en tant que communicant de devoir dire à la personne, oui, vous l'aimez, oui, vous voulez rendre heureux, mais en fait, là, c'est ce que vous faites qui est à l'origine de son état et donc de son mal-être, et Oui, donc on va changer les choses. Et ça, c'est un constat qui peut être parfois difficile parce que dans la relation avec l'animal, on est tellement occupé de projeter notre idéal de l'animal et notre idéal de la relation qu'on peut ne pas du tout prendre conscience de ce que l'autre vit. oui, tout à fait. Et c'est vrai que la communication animale, parfois, ça fait ouvrir les yeux, puis ça amène à des constats qui peuvent être un peu douloureux. Mais après, ce qui est important, c'est de faire le constat et de changer son attitude, du coup. Bien sûr, et je pense justement que la communication animale, pour moi, est un vrai plus parce que euh, c'est perçu comme c'est l'animal qui le dit. Mm, Je veux dire, toi, finalement, tu es un peu euh,
comme un micro ou comme une radio. Et donc, tu passes le message et on te demande de te mettre sur la fréquence et c'est l'humain qui entend de manière traduite la communication de l'animal. Et je pense que là, c'est un point très fort. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des choses peut-être sensibles à entendre, mais en tout cas, ça facilite pour moi les choses que d'être en face d'un humain qui te dit simplement, mais vous vous rendez pas compte. Par Mm. exemple, si on parle du cheval, mais un cheval, c'est pas fait pour vivre seul. Il doit avoir un congénère. Moi, quand je le dis, c'est moi qui le dis. Et donc, Oui, c'est ton euh, avis, mais oui. Oui, voilà, mais en fait, ce cheval, il est asocial. La preuve, c'est qu'à c'est chaque ça, fois qu'on le met qu'un autre, il palette. Donc, on sait bien qu'il a envie d'être seul. Donc, oui, ça. les chevaux sont grégaires, mais le mien, Oui, en fait, il est fait pour il vivre veut tout tout seul. seul. Voilà. Oui, effectivement. Je Voilà. comprends. Ouais. Oui, oui, oui. Alors que oui, si c'est l'animal lui-même qui le dit, et qu'en plus, il peut dire à travers le communicant qu'en fait, il a envie d'être avec la jument arabe B qui a une grande C'est lisse ça, et qui est avec le Hongrazan, c'est très c'est clair. parfait. C'est celle-là. Voilà. Voilà. Comme ça, Alors on peut là, pas si on n'a dire, pas je veux pas. compris, Si t'as pas compris, il y a un problème. Ouais, c'est ça. si tu veux pas l'entendre, hein, là, Voilà, c'est ça. ouais. Et alors, du coup, pour revenir à du coup, ton activité à l'equicoaching, euh, le cheval, quand il travaille avec toi, enfin, alors déjà un peu comment ça se passe? Est-ce que tu leur demandes des choses précises à tes chevaux? Tu les laisses interagir spontanément? Comment ça se passe? Alors, ça se passe j'ai envie de dire, en deux étapes. La première fois, la première rencontre avec la personne, je laisse vraiment l'interaction se faire. Euh, Il n'y a aucune demande. C'est une première rencontre, c'est voilà, l'humain vient rencontrer le cheval vient rencontrer l'humain. À la suite de cet échange, l'humain ou le cheval, ils vont choisir un. Le binôme va se former en fait. Le binôme pour les séances suivantes va se former. Et donc, les séances après, il y a quand même toujours cette notion où on va à la rencontre du cheval en fonction de ce qui s'est dit juste avant. Et donc, on va à la rencontre du cheval avec cette notion. Avec une intention finalement? Alors, avec une intention qui est soit je viens valider ma nouvelle stratégie d'action, euh, soit après le débrief qu'on a eu ensemble, il y a une notion, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui va travailler euh, une notion de confiance en soi ou de, oui, confiance en soi ou respect de soi, etc. Euh, où on va pouvoir poser un cadre, des limites aux autres, à soi-même, etc. Et donc là, à ce moment-là, bien souvent, je vais dans la prairie si on va travailler cette notion de pouvoir poser un cadre, poser une limite. Euh, et j'en ai un qui est un chef qui va venir, qui va être très envahissant. Et donc là, je remets la personne simplement face à ce qu'il se passe. Je n'avais pas l'intention de demander quoi que ce soit à moi. Je n'ai pas mis mes chevaux en scène ou face à un exercice à ce moment-là. Les choses se passent et je n'ai qu'à me servir dans ce qui se passe en fait. Ok. Oui, donc les chevaux, eux, ils sont naturels. Les chevaux sont complètement naturels. Il y a pas de dressage, il n'y a pas de travail en amont. Il y a pas, tu sais, on voit beaucoup des personnes travailler les chevaux pour faire des acrobaties, du spectacle, répondre à une demande. Je ne, à la limite, je ne travaille pas mes chevaux. J'essaye qu'ils restent le plus proche possible de leur état naturel. Donc le cheval, lui, finalement, il va se comporter comme un cheval, avec ses manières d'être en interaction qui sont totalement équines. Et Exact. dans sa communication avec l'humain, du coup, avec les personnes que tu coaches, il va proposer des codes équins, du coup. Tout à fait. Et donc, je te pousse, je couche les oreilles, je te tourne le dos, Je te des choses montre, comme ça. voilà, je te montre les fesses, je te pousse pour que tu te bouges, mets-toi en mouvement. C'est exactement ça. Et parfois, c'est vrai que les personnes ne comprennent pas le message tel que, et donc je n'explique pas ce qu'est le message, mais j'explique ce que, en termes de chevaux dans le troupeau, ce qui se passe. Par exemple, je leur demande, mais voilà, au sein du troupeau, si
le leader décide euh, d'aller voir ce qui se passe dans le râtelier et que c'est le suiveur qui va le premier au râtelier, le leader va arriver en lui disant mais pousse-toi. Mais ça va être tellement des petites fines choses qui vont se passer dans les oreilles, le regard, le mouvement. Si le second ne l'a pas compris, le premier va aller jusqu'au contact physique, jusqu'à le faire bouger. Et le Mhm. cheval peut faire la même chose avec l'humain. C'est à un moment donné, une interaction entre deux humains se passe. Euh, Quand on fait un débrief, et j'ai un cheval qui va venir bousculer. Mais tu n'avais Mhm. pas compris le code ou quoi? Bouge, Oui, mets-toi en c'est ça. mouvement. Tu vois, ils utilisent exactement les mêmes codes. Ça ne devient pas des humains. Comme nous ne devenons pas des chevaux d'ailleurs. Euh, Oui, c'est vrai. la communication, euh, je fais un petit peu comme toi, c'est-à-dire que j'observe ce qui se passe et je traduis en langage cheval ce que ça veut dire à l'humain. C'est ça. Mais alors, du coup, ça veut dire que puisque là, le cheval n'a pas besoin d'une formation en particulier, ben, on peut imaginer que quand. Enfin, il y a des personnes qui nous écoutent là qui ont des chevaux, j'imagine, hein, si, vu le sujet, des cavaliers, tout ça, ça veut dire qu'avec ton propre cheval, ou les chevaux que tu côtoies dans le quotidien, ben, quelque part, ils vont aussi avoir une manière de nous d'interpeller, de nous questionner sur nous-mêmes. Enfin, on peut le faire aussi finalement avec ses propres chevaux, quoi. Alors, on peut tout à fait on peut le faire avec tous les chevaux, puisque c'est leur mode de communication que j'utilise, que j'observe et que je relève. Euh, et à savoir que mes chevaux, je les travaille en liberté. Donc, ils sont Mm. libres de venir travailler ou pas. Jamais de carottes, jamais de bonbons dans les poches. Le cheval vient vers l'humain s'il a envie de partager quelque chose avec cet humain. Alors, ça peut être simplement de la curiosité, venir dire bonjour, puis s'en aller, ou ça peut être réellement avoir quelque chose à poser là. Je travaille donc en centre de détention. Il faut savoir que ce sont des personnes qui n'ont plus de contact physique depuis parfois 20 ans. Euh, on est des animaux grégaires aussi, Mm. sensibles, même si on est le pire des pires, même si on a fait des horribles choses, nous sommes des humains. Et j'ai une personne qui me dit à un moment donné, mais est-ce qu'un cheval, ça fait des câlins? Mm. Alors, ma jument qui est hypersensible, mais qui est très distante, qui déteste qu'elle se sente tenue, et c'est vraiment une jument qui aime la liberté. La jument, elle a fait quelques pas et elle est venue poser sa tête là. Mm. Parfois, il faut se retenir, hein, parce que tu te dis, mais wow, c'était Oui, quoi cadeau, ta quoi. question? C'était quoi ta question? Tu voulais un câlin, en fait. Bon, bah, voilà. Euh, et le cheval, pourtant, ne comprend pas les mots. Oui, Donc, oui, donc elle ressent, oui, ils ne comprennent pas le mot, mais ils sont en mesure de ressentir le besoin d'une personne. Donc là, typiquement, la personne, parce que si ça se trouve, vu le contexte, si on peut imaginer que cette personne n'avait peut-être pas conscience de son propre besoin, jusqu'à ce moment-là. en tout cas, Et le fait. il en a posé la question. Donc, je pense que il avait peut-être envie, lui, d'être au Oui. contact et de la toucher. Mais c'est vrai que quand on la voit, c'est pas une jument qu'on a envie de prendre dans les bras puisqu'elle reste distante, avec un fort port de tête. C'est pas une jument qui arrive, boum, 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 je fais un câlin. Non, Mm. elle est très gracieuse comme ça. Il est très et boum. Ouais, elle est venue donner un câlin, quoi. Ouais. Et du coup, je sais plus ce que j'avais une question là. Je me dis, ah oui, ça, il faut vraiment qu'on en parle, mais bon, ça me reviendra. C'était par Euh, rapport aux sentiments ou aux émotions, aux sentiments? Non? juste avant qu'on arrive sur cette histoire de câlin, justement. Ah Oui. oui, si, la conscience que le cheval a, ben, enfin, du coup, en fait, j'avais posé cette question-là, mais ton anecdote montre que là, on peut imaginer que la jument est consciente de répondre à un besoin de la personne, mais en fait, la plupart du temps, ils agissent sans dessein, en fait, enfin, sans objectif ou sans.
sans chercher forcément à répondre à ce que la personne demande ou quoi que ce soit. Ah, je pense que le cheval arrive libre de toute. Je pense pas que le cheval se projette dans quoi que ce soit et se dise ah ben tiens, là aujourd'hui on va travailler sur le leadership. Euh, non, euh, je pense. Mais je pense rien, Charlotte. J'observe ce qui se passe. Oui, oui, c'est ça. Non, mais bon, à force de pratiquer, est-ce que bon, mais là on se dit, elle a ressenti un besoin, elle y a répondu. Non, mais je pose cette question par rapport à, ben, du coup, moi, l'expérience que j'ai de mon côté Oui, dans la communication animale, de personnes qui se demandent parfois si le cheval, par exemple, fait exprès de boiter quand on va au concours, parce qu'il boite pas à la maison, des trucs comme ça. Alors, je n'ai pas constaté, moi, en parlant avec les chevaux, qu'ils pouvaient faire ce genre de choses, tu vois, mais vraiment pas. Euh, donc, il y avait à un moment donné un acte qui est posé à dessein. Par contre, des liens du genre, à chaque fois que je boite, je suis arrêtée. mais, Donc là, je vais me mettre à boiter, je serai arrêtée. Enfin, tu vois, mais donc, évidemment, mais c'est après plusieurs expériences dans lesquelles le cheval apprend qu'en fait, il est arrêté quand il boite. Et donc, à ce moment-là, il y a un jeu, voilà. c'est un Mais sinon, comportement la appris. plupart du temps, quand il boite, c'est qu'il a mal. Oui, C'est quand même assez rare. oui. Ou c'est parce qu'il a appris. C'est possible, effectivement, C'est un comportement d'apprendre. appris. Un cheval qui va être compliqué à la monte, s'il comprend que dès qu'il lève un petit peu les antérieurs ou les postérieurs, on descend et qu'on lui fout la paix, c'est la meilleure des récompenses pour un cheval, hein, c'est qu'on lui Et foute oui, la paix. oui. C'est vraiment la meilleure des récompenses. Quand je travaille, euh, bien souvent, on a un moment où voilà, on fait les exercices, on est avec les chevaux, on est en connexion tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je leur demande de faire un break. C'est très souvent pour les chevaux que je le demande. Et ça permet au cheval d'aller brouter plus loin, d'aller voir plus loin ce qui se passe, pour ne pas s'obliger à rester en connexion et émotionnellement, qu'il puisse un petit peu aller se recharger. Sur ce temps-là, on fait le débrief entre humains. Hmm. Euh, oh, j'ai perdu le Oui, fil. c'était la récompense, les laisser tranquilles, ça Voilà, permet et de. donc, pardon, oui. Et donc, cette notion de les laisser tranquilles, c'est vraiment ça. C'est vraiment un apprentissage et c'est la meilleure des récompenses. Et donc, je le fais en séance de dire, oh, stop, là, on ne demande plus rien du tout, on les laisse tranquilles avant de leur redemander pour retravailler. Et Hmm. le cheval le comprend très, très bien. Hmm. Alors, j'ai beaucoup de chevaux qui travaillent régulièrement qui me le demandent, c'est-à-dire dans une séance de travail de dressage, par exemple. Alors, c'est souvent dans le contexte de travail sur le plat ou de dressage. C'est quand je fais un exercice qui est tenu, c'est-à-dire où le cheval est placé, où il va travailler sa ceinture abdominale, où ça lui demande beaucoup de concentration, de rester connecté avec son cavalier tout en gardant la posture. Il demande un relâchement, enfin, plusieurs relâchements sur une même séance. C'est très, très, très fréquent. Et du coup, à force d'avoir des témoignages de chevaux, je me rends compte que quand on les travaille sur le plat, on a tendance à leur en demander trop, Oui, trop longtemps, trop tenu. Et par contre, la récompense alimentaire, autant chez le chien, ça peut être très, très, très utile, autant chez le cheval, j'ai des chevaux que ça stresse finalement parce qu'ils sont focalisés sur le fait de recevoir mais la bien sûr. récompense et du coup ils sont déconcentrés parce qu'en fait quand même le travail, monter les caisses, ça leur demande une certaine concentration et la récompense alimentaire les déconcentre. Donc effectivement, je te rejoins sur la meilleure récompense, c'est Leur foutre la paix. leur foutre la paix 5 minutes. Et dans le travail, je trouve que beaucoup de chevaux sont très gentils et très patients et très compréhensifs parce qu'on leur en demande de. Alors, beaucoup pas dans l'absolu, c'est-à-dire ils peuvent avoir les capacités physiques de faire le travail qu'on leur demande, mais c'est juste en termes de temps de concentration, de durée de concentration. Il faut faire plein de petites pauses parce qu'ils n'ont pas la même capacité de concentration que nous. Nous, c'est 20 minutes. Hein. Mm, mm. Le cheval, je trouve que 5 minutes, c'est déjà beaucoup à rester concentré. Euh, et du coup on les fatigue mentalement. Mais énormément. Mm. Mais tu sais, un cheval, enfin, moi, je me dis, ah, le son parfois, je sais pas si tu as des problèmes de son, mais Moi, je t'entends très bien. oui, ok.
Moi, je remets, je l'explique, hein, mais je remets toujours un cheval à un enfant de 4 ans. Mm. Donc, il faut recentrer sur soi, sur ses besoins, mais également donc, dans cette demande pour effectuer une tâche ou pour être en connexion. C'est même pas. Je pense qu'on a tendance à leur en demander beaucoup plus quand on est au sol ou simplement dans du travail relationnel, parce qu'on se dit, ben, mais il n'a pas travaillé, parce que c'est pas Mm. physique, parce que c'est pas dur, c'est pas du labeur. Mais émotionnellement, pour eux, c'est énorme, c'est une charge énorme. Moi, quand je rentre avec mes chevaux d'avoir été travaillés, mais ils sont fatigués comme quand, je sais pas moi, quand on fait un cross avec un cheval. Ils ne demandent qu'une chose, c'est liberté et on va se rouler, on court dans les prés, on est content. J'ai une jument, si elle travaille trop, elle commence à tiquer. Mais travailler trop, il n'y a pas de travail monté en équicoaching, on ne travaille que la relation au sol. Eh bien, elle commence à tiquer. Au même titre que s'il y a un groupe, mais qu'on n'interagit pas avec elle et on ne l'inclut pas, ce groupe ne va pas travailler en cohésion avec le cheval, elle va revenir vers moi comme pour me dire, mais je fais quoi moi là? Sors-moi, fais quelque chose. Je sers à rien, je sais pas ce que je dois faire, je comprends pas, au secours. Euh, Mm. donc, il y a une juste notion à avoir dans cette notion de travail, avec des pauses à respecter, à terminer évidemment sur du positif, mais les gens ont tendance à toujours en vouloir plus. Et ils ont réussi l'exercice, ils ont enfin réussi, ils ont compris, ils ont senti les choses, ils étaient à la bonne place, au bon moment, au bon timing. Allez, on recommence. Ça a marché, on Oui. recommence. Et là, c'est pas juste. Et moi, j'ai beaucoup de Tu vois. chevaux, ça c'est régulier, des chevaux qui travaillent montés, hein, Mhm, qui me disent mais moi je l'ai fait une fois, c'est bon. mhm. Voilà. Enfin, tu vois, tu voulais ça, on l'a fait. Et OK. donc en fait, il faut changer d'exercice ou arrêter la séance. Mais il y a des chevaux, alors on va dire, enfin qui comptent entre guillemets, parce que c'est pas un comptage qui est mathématique, mais ils peuvent, ou alors il y en a qui sont un peu, je te l'ai donné une fois, je te l'ai donné 2 fois, maintenant c'est suffisant. C'est bon. Et ça, c'est connu chez le cheval au travail, dans d'autres contextes, hein, les chevaux dans les mines qui Mhm. tiraient les chariots de charbon, eh ben, ils avaient la notion du nombre de chariots qu'on leur mettait, puis si t'en mettais un de plus, le cheval, il allait plus bosser, quoi, hein. C'est bon. Donc, il y a vraiment cette capacité que le cheval a d'évaluer son effort, de mettre des limites, et puis les exprimer. Et du coup, ça m'amène à une autre notion dont je voulais parler avec toi, c'est la notion de dominant. Parce que tu sais, dans l'équestre, on a un peu cette idée, bah oui, alors déjà, donc, ouais, dans l'équestre, on a cette idée, ton cheval ne doit pas te dominer. Donc, soit c'est toi qui domines ton cheval, soit si on est un peu plus dans l'approche éthologique, c'est soit le leader de ton cheval. Bon, et dans la vision des chevaux, si on les observe à l'extérieur, on se dit qui est le dominant du troupeau, qui est le soumis dans le troupeau. Alors moi, quand je parle avec les chevaux, je me rends compte que cette histoire de dominant soumis, c'est bullshit. C'est-à-dire que eux, ils adhèrent pas du tout à cette idée. C'est pas cohérent, ça leur parle pas. Il y a pas cette notion-là chez eux. Mais du coup, je sais pas, toi, dans ton travail ou dans ta relation avec tes chevaux, qu'est-ce que tu en dirais de tout ça? Alors, dans ma relation avec les chevaux, donc j'ai un mini troupeau, un mini troupeau de deux, un duo dans un pré, et puis un autre pré où il y a 5 juments avec une pouliche. Mon observation est différente, je vais dire, d'une famille à l'autre. Euh, Là où ils sont en binôme, euh, la jument a quand même tendance à faire un peu la concierge, à gérer et à donner un petit feu vert. Ok, vas-y, tu peux y aller. Moi, j'y vais pas en tout cas, mais vas-y. Et donc à ce moment-là, la relation peut se faire avec le deuxième cheval. Tu poses le foin dans les filets, elle va vouloir aller aux 2 filets. Évidemment, les filets sont éloignés pour laisser la possibilité à chacun de manger. Et donc, euh, elle va quand même vouloir gérer l'accès aux filets. Euh, dans l'autre prairie, où ils sont 5,
c'est beaucoup plus fluide et moins visible. Cette notion va être ouais, beaucoup plus dispersée ou euh, ça va pas être aussi flagrant en tout cas. Déjà parce qu'ils sont plusieurs. Euh, et que c'est à tour de rôle où il va y avoir un cheval qui va venir se présenter, le deuxième va venir voir ce qui se passe, peut-être que le troisième viendra pas du tout. Mais il n'y a pas comme dans la première prairie où c'est allez, cette fois c'est moi qui vais ou c'est toi qui vas. Oui, il y a une gestion différente dans les dans les deux familles. Et donc, de fait, je ne peux pas dire que systématiquement, il y ait un leader Mm. ou un dominant. Alors, je pense qu'il peut y avoir peut-être un dominant sur la nourriture, peut-être un dominant sur la relation à l'humain, ou le premier qui va vers l'humain, vers la barrière. Mais je pense que ces rôles sont en mouvement, en perpétuel mouvement en fait. Et donc un cheval, pour moi, n'est pas un cheval de tête tout le temps, partout, dans tous les troupeaux, dans toutes les situations. Mm. Ça, je pense. Oui, c'est ça, Aujourd'hui, c'est une question de circonstance en fait. voilà, je peux faire Mm. rentrer un Shetland dans la prairie et il sera le leader parce que peut-être il va se montrer un peu plus cagnasse que les autres sur ce coup-là. Voilà. Les gens, bien souvent aussi, avec cette notion de dominant, vont le remettre à du physique. Euh, Mm. euh, le hongre qui est beaucoup plus fort, ah ben, c'est lui le dominant. Ah oui. Et Ah par oui, parce que du coup, quand ils voient tes deux chevaux, ils se disent que c'est Orion, le eh ben dominant. oui, eh ben Ah oui, oui. tu vois, alors que pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. En centre de détention, c'est l'inverse. Ils me disent tous, ah ben c'est la jument. Pourquoi c'est la jument? Bah c'est comme ça, c'est les femmes. Ah oui. Alors, quoi? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce que c'est cette notion, t'es toujours la femme, tu vois? Oui, Euh, oui. voilà, donc Oui, donc c'est encore quelque chose qu'on projette sur nos. je Oui, pense bah que ça c'est une c'est un truc projection. dont dont les chevaux sont un peu victimes, je trouve. En tout cas, pour revenir enfin, ce qui ressort de la communication animale, c'est qu'effectivement il peut y avoir le dominant sur la nourriture, on va dire, c'est-à-dire celui qui pousse tout le monde pour aller bouffer. Ben 9 fois sur 10, c'est un cheval qui a un stress avec la nourriture ou qui a des ulcères gastriques en fait. Ah Donc, oui. comme il a un inconfort physique ou qu'il a une inquiétude par rapport au fait de ne pas avoir accès à la nourriture, par exemple, il a vécu en boxe longtemps avec du foin distribué une fois par jour et il se retrouve auprès avec du foin à volonté, il va faire une protection. En fait, c'est de la protection de ressources. C'est similaire à ce que font les chiens autour de leur os. C'est ça. C'est pas vraiment une position sociale, parce que la notion de dominance, ça devrait, ou de leader en tout cas, c'est censé être une position sociale dans le groupe. Après, il y a certains chevaux, dans certains groupes, qui ont une vraie posture sociale avec un vrai leadership. Et en général, ils n'ont pas trop d'attitude agressive avec les autres. Ils n'ont pas besoin de s'exciter, d'agresser, de quoi que ce soit. Ils sont très calmes et très paisibles. Par contre, ça file droit et ça se passe un peu selon ce que eux jugent qui est bien pour tout le monde. C'est ça. Mais c'est pas dans tous les troupeaux, c'est pas dans tous les groupes. Et effectivement, un cheval qui a ce rôle dans son groupe, il est confortable, on va dire, parce qu'il a du lien avec tout le monde, tous les membres du groupe. T'en mets un cinquième, admettons, qui est un cheval qui a été privé de contact social depuis longtemps, qui est pas très bien codé, qui est agressif, qui tape, qui impose, Mhm. qui est hongre et qui décide que les deux juments, c'est pour lui. Eh bien, en fait, le leader paisible qui faisait régner la paix dans le groupe, ben, il peut plus du tout avoir cette place ni avoir ce rôle. Donc parfois, il va se mettre à déprimer parce qu'il a plus accès aux juments et qu'en fait, il n'y a plus de cohésion dans le groupe. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ce qu'on imagine. Tout J'ai à fait. parfois des chevaux, ils sont en duo et il n'y a pas de décideur, il n'y a pas de soumis, il n'y a pas de. Voilà, ils vivent ensemble. Et je me souviens d'un cheval qui me disait, bah oui, enfin, ça se passe bien, mais bon, enfin, on part. En fait, ils s'emmerdent un peu tous les deux parce qu'ils sont pas du tout dans le même univers, les deux chevaux et ils n'ont pas du tout envie de partager des choses ensemble, mais comme ils sont que tous les deux et que sinon ils vont être seuls, bah, du coup, ils se chassent les mouches quand même, ils se grattent mutuellement quand même. Euh, voilà, et en fait, la dame, elle me dit,
Donc le cheval, il demande à changer de partenaire. Et la dame me dit, ça va être compliqué parce que déjà, j'ai eu du mal à lui trouver un copain parce que c'est une écurie où les chevaux sont seuls dans leur paddock. Donc en fait, dites-lui qu'il a de la chance d'avoir un copain. Et le cheval, il me répond, non, mais moi, je m'emmerde avec ce type. Enfin, genre, on n'a rien à dire. Et en fait, je dis à la dame, je dis, vous imaginez une personne qui a un bac plus 7 et qui est passionnée de musique classique, qui doit cohabiter avec un cheminot qui adore le foot. Et vous les faites vivre ensemble, et puis ils doivent s'entendre, et puis il faut qu'ils regardent les mêmes programmes télé, puis qu'ils bouffent ensemble. Puis ça va pas être possible, quoi. Et ça, on n'imagine pas non plus chez les chevaux, c'est-à-dire la notion finalement, de connivence intellectuelle qu'il peut y avoir entre des individus, mais qui ne peuvent pas avoir avec d'autres, ou l'harmonie émotionnelle aussi. C'est-à-dire, il y a des chevaux qui sont pas du tout sensibles aux mêmes choses, et puis quand on les met ensemble, ils n'ont pas d'atomes crochus entre eux, et du coup, bah, il y en a, ils s'ennuient seuls, et puis quand ils sont à deux, c'est mieux que d'être seuls, mais ils s'ennuient à deux. C'est ça. Mais je le ressens très très fort avec les miens. Je pense que dans la nature, ils ne se seraient pas choisis. Et oui. Ils ne se seraient pas choisis parce que du coup, la jument, quand elle a un rapprochement possible avec l'autre groupe, parce que les clôtures voilà, se touchent, les pâtures se touchent, et bien du coup, son binôme, elle l'oublie complètement, le hongre, et elle reste focus avec les juments, avec la pouliche. Et le hongre se retrouve un petit peu tout seul à errer dans la prairie. Et alors, son petit genre de me regarder et de me dire, bah, je suis encore tout seul. Voilà, elle est là, regarde, elle est encore là-bas. Alors, des fois, il me prend le cœur, et puis voilà. Mais je pense réellement et sincèrement que dans la nature, il ne se serait pas choisi. Donc oui, elle a des affinités pour être avec les autres juments. Avec d'autres types de chevaux, quoi. Et, Complètement. euh, et alors, du coup, après, pour revenir à cette notion, du coup, de guidance, bon, c'est une question un peu difficile, je pense, à poser pour un équicoach, mais je te la pose quand même. Est-ce que tu penses qu'un cheval qui rencontre un humain, et ils vont vivre une histoire à deux, a une mission de vie? Oui, c'est complexe. Est-ce qu'il a une mission de vie? Tu sais que Bah, je parce me que, bon, voilà, par rapport à ton parcours me des pose gens, cette etc. question pour moi, Charlotte. Alors, s'ils ont une mission de vie, c'est complexe hein, comme question. Est-ce que c'est pas un peu, est-ce qu'on ne décide pas un peu de cette mission finalement? Mhm. Est-ce que, tu vois, je pourrais très bien avoir un cheval réfractaire complet à l'équicoaching et que systématiquement, ça ne se passe pas bien, que systématiquement, ils ne viennent pas au rendez-vous, que systématiquement, ils soient agressifs ou absents complets. Il pourrait choisir ça. Ça serait aussi son choix. Euh, et donc, en tout cas, je pense que il y a des chevaux beaucoup plus sensibles que d'autres ou qui sont, je me répète peut-être, mais cette notion de liberté que je donne à mes chevaux de me dire oui, je veux bien travailler ou non, je ne veux pas travailler aujourd'hui. Je n'ai pas de coercition avec mes chevaux, en fait. Euh, c'est OK pour moi s'ils veulent pas travailler et je vais juste me questionner de pourquoi ils veulent pas travailler. Qu'est-ce que ça représente ce jour-là pour moi ou pour la personne Mhm. euh, qui doit travailler avec? Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, s'ils ont une mission de vie. Je pense que les chevaux ont une mission depuis toujours par rapport à l'homme. Et celle-là, j'en suis certaine. Mais est-ce que l'homme est capable d'ouvrir ses yeux et son cœur et de voir les chevaux tels qu'ils sont? C'est pas par hasard que ces animaux-là sont avec nous depuis autant d'années. À notre service, il y a quand même... Ouais, ça ressemble à une mission quand même. Hein. Et oui, donc plutôt sur le niveau des espèces, enfin, le Oui. cheval. Non.
l'intérêt En tout cas, la rencontre entre le cheval et l'humain n'est pas une rencontre anodine. ouais, Et du coup, elle a du sens, elle a cette rencontre. énormément de sens, évidemment, mais tout le monde ne peut pas, tout le monde n'a pas cette sensibilité ou cette volonté même, parce que la sensibilité, je pense qu'on peut tous l'avoir. Le décodeur, ça s'apprend. Euh, mais je pense qu'il y a une volonté. J'ai des gens qui viennent vers moi qui ne connaissent pas les chevaux du tout et qui ressortent transformés de la rencontre, vraiment. Mm, mm. Qui ne se doutaient pas que ça pouvait être ça, la Un rencontre avec le cheval. course. Je ne les voyais pas comme ça, en fait. Je me doutais pas qu'on pouvait ressentir ça. Je me doutais pas qu'il pouvait se passer ça. C'est très riche. C'est toujours très, très riche. Mm. Mm. C'est parfait comme réponse à la question. Ah, Alors du coup, maintenant, je vous propose qu'on passe bah, du coup, à répondre aux questions des participants et participantes qui nous ont bah, écoutés pendant 1 heure. Alors, je merci. vois que voilà, vous n'avez pas mis de questions dans l'espace discussion, mais j'espère que vous en avez quand même après tout ce que Sophie nous a partagé sur l'équicoaching, sur les chevaux. Alors du coup, bon, bah, puisqu'il n'y a pas de questions dans l'espace discussion, bah, pas de questions écrites, ben, n'hésitez pas à prendre la parole, vous allumez votre micro, puisque c'est vous qui avez, enfin, vous pouvez avoir la gestion de votre micro, et puis vous nous posez vos questions, et on vous répond. Voilà, posez des questions à Sophie, à moi, à toutes les deux. Nous sommes à votre écoute. J'ai une question, Charlotte, c'est Sandrine. Oui, Bonjour. bonjour Sandrine. Bonjour. Euh, Par rapport à l'équicoaching, j'aurais voulu savoir si vous aviez une formation particulière pour accompagner les humains, parce que de ce que j'ai compris, moi je ne voyais pas l'équicoaching comme ça, hein. Donc vous laissez les chevaux libres d'interagir comme ils veulent et vous décodez en fait auprès des personnes ce qui se passe. Mais après, pour savoir bien accompagner la personne et comprendre sa problématique, est-ce que vous avez quand même une formation particulière? Alors, bonjour Sandrine, merci pour la question. Oui, oui, bien sûr. Donc, il y a un parcours de formation qui est solide, qui est costaud, euh, où on va vraiment avoir toutes ces notions de coaching. Donc, l'accompagnement qui est pur, sans même parler du cheval, où on va pouvoir travailler avec tous les outils qu'ont toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement, hein, des thérapeutes. Voilà, on a vraiment une boîte à outils. Alors, ça va de la PNL à la communication non violente. Ça va aussi aller rechercher des outils avec les neurosciences. On travaille beaucoup avec les neurosciences. Donc, on a vraiment tout un package dans notre formation de coaching, d'Equicoach, qui nous permet d'aller travailler toute cette notion le problème avec le client. Donc, il y a d'abord un rendez-vous où on va évaluer les besoins de la personne, où on va essayer de comprendre, c'est de la systémique, hein, où on va essayer de comprendre la problématique dans son ensemble. Et puis après, il y a cette mise en relation avec le cheval. Alors, euh, comme je le disais, ça se passe en plusieurs temps. Oui, il y a cette notion où on met le cheval et l'humain en relation et il y a mon observation, mais il y a aussi toute cette notion de j'ai pris conscience des besoins de la personne. Une fois qu'on a fixé son objectif, parce que c'est du coaching, donc il y a un début, il y a une fin. En termes de coaching, en tout cas, c'est comme ça. On se pose un objectif à atteindre et pour atteindre cet objectif, ça va demander du travail sur soi, ça va demander des transformations, ça va demander des prises de conscience, ça va demander réellement à la personne de sortir de sa zone de confort et de réaliser certaines choses. Euh, et donc, mon job, non seulement cette notion, comme je vous le disais, d'observer ce qui se passe, je propose des exercices concrets où la personne va devoir elle-même réaliser avec le cheval un certain nombre d'exercices. Peut-être, je vais vous donner un exemple, ce sera peut-être plus parlant. Euh,
une personne qui va avoir du mal à prendre sa place en tant que responsable dans une entreprise, une personne qui va avoir du mal à se faire entendre à la maison, une personne qui va avoir du mal à s'affirmer dans ses relations sociales, eh bien, je vais demander de faire un exercice en liberté avec le cheval. Et donc, elle va devoir mettre le cheval en liberté, mais sans badine, sans chambrière, sans cravache, sans licol, sans corde, uniquement avec euh, le fait euh, de s'ancrer, qu'elle puisse sentir chez elle la différence entre j'approche un cheval à moitié renfermé sur moi-même, je veux pas trop te déranger, j'ai peur de t'embêter, voilà, avec une décision prise qui est maintenant, tu bouges. Voilà, voilà. Enfin, je veux dire, c'est complexe à expliquer. Je sais pas si cette notion et cet exemple répond à votre question, Sandrine. Si, là, expliqué comme ça, je comprends mieux en quoi consiste l'équicoaching, oui. Ah ben voilà. Merci, Sandrine. Oui, parce qu'en fait, faut que la personne, elle se rende compte que son attitude va influencer le comportement du cheval et en fonction de la posture qu'elle va prendre, voilà. Exactement. Oui, Exactement. ah, d'accord. Exactement ça. Parce qu'après, moi, la question que je me posais, c'était de savoir donc le cheval, Ah, il y a des coupures. finalement, il reste du même, naturel. Mais moi, au départ, je pensais qu'on allait davantage questionner le cheval, peut-être plus comme on pourrait faire en com, pour connaître, lui, sa perception de la personne. J'avais vu la chose un peu comme ça, comment elle est, qu'est-ce qu'il en pense et de quoi cette personne a besoin. Alors qu'en fait, finalement, je comprends que c'est autre chose. Oui, oui, parce qu'alors, de nouveau, je pourrais être dans une interprétation, d'autant plus s'il n'y a pas la com. S'il n'y a pas la com, je pourrais être dans de l'interprétation. Tiens, le cheval, il me dit ça. Euh, Ici, c'est réellement, il y a une mise en mouvement, il y a une demande qui est faite dans ce cas-ci pour que la personne ressente, ah ben en fait, ma posture, elle doit être comme ça. Quand je dis non, c'est un vrai non. C'est pas un non, allez, arrête. Non, c'est un vrai non, c'est affirmé, c'est ancré pour que le cheval ressente que c'est un vrai non. Après, mon job, c'est, OK, là, on le fait avec le cheval, parce que bien souvent, c'est, ben oui, mais je travaille pas avec les chevaux, je travaille avec des humains. Oui, très bien, j'entends. Maintenant que vous l'avez testé avec un cheval qui n'a pas les mêmes codes, qui ne parle pas, vous avez réussi à vous faire entendre, et donc comment vous allez pouvoir le transposer dans votre vie d'humain? Et la réponse, elle vient de mon coaché, elle vient pas de moi, évidemment, parce que c'est pas ma solution qui doit sortir. Les solutions, je les ai. Je pourrais, après 5 minutes, avoir discuté avec la personne, dire, oh, ben, voilà, vous n'avez qu'à faire ça. Non, non, évidemment que non, ça n'a aucun sens. C'est vraiment, ça doit parler à la personne, ça doit venir d'elle, c'est sa solution. Les ressources, elle les a en elle, en fait. Alors après, pour avoir communiqué avec des animaux médiateurs, donc pas que des chevaux qui font de l'équicoaching, des animaux en général qui vont intervenir auprès d'humains pour différentes raisons, que ce soit pour du coaching ou d'autres, ou de la médiation, ou de la communication, ou du développement de capacités motrices, ou des choses comme ça. L'animal n'est pas du tout dans une action où il calcule ce qu'il fait parce qu'il a capté que l'humain fonctionne comme ci, comme ça, et que donc, pour aider cet humain-là, il va faire ci, ça. C'est pas du tout ça, en fait. C'est quelque chose qu'on imagine. Enfin, je me rends compte que beaucoup de gens imaginent cela du travail de médiation de l'animal ou du travail d'équipe coaching. Et à ce moment-là, effectivement, on se dit, bah, c'est pratique, je vais faire une communication avec le cheval et il va me dire qu'est-ce que cette personne, elle vit. Mais alors déjà, en tant que thérapeute qui accompagne les humains, on n'a pas besoin de cette information, puisqu'en fait, comme vient de le dire Sophie, c'est la personne elle-même qui doit le formuler pour elle-même. Et souvent, en tant que thérapeute, on voit chez la personne des choses elle ne voit pas. Donc on le sait déjà, on n'a pas besoin que le cheval nous le dise, ou que le chien le dise, ou quoi que ce soit. Mais surtout, il faut se rendre compte que l'animal, il est dans sa réalité d'animal. Et donc, ce qu'il est occupé de faire avec la personne n'a pas le même sens pour lui que le sens que cela a pour l'accompagnateur, thérapeute, coach, et ça n'a pas non plus le même sens que ça prend pour le coaché ou la personne qui est assistée.
Donc, voilà. Du coup, cette idée de l'animal thérapeute qui le fait à dessein, c'est quelque chose qu'il faut oublier. Parce qu'en vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Et même en communication animale, on se rend compte qu'en vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez de temps en temps ben voilà, ce dont tu as parlé, Sophie, avec cette jument qui vient faire un câlin à ce monsieur au moment où il met en mots qu'il a besoin d'un câlin. J'ai eu effectivement des chiens en médiation qui m'ont parlé notamment d'un chien qui a ressenti dans l'accompagnant une personne anorexique, qu'elle avait en fait besoin de ressentir un enveloppement et qui est venu s'allonger à côté d'elle, ce qui n'est pas du tout un comportement normal pour un chien, puis qui s'est finalement couché sur elle. Mais bon, la médiatrice qui travaille avec son chien depuis des années, elle n'avait jamais vu son chien faire ça. Et là, le chien m'a raconté cette séance en m'expliquant qu'à un moment donné, cette femme qu'il connaît bien, cette personne anorexique qui l'accompagne depuis un moment donné, il avait percuté qu'il fallait faire ça, il l'a fait. Mais n'interprète pas la psychologie de la personne. Voilà. Il répond à quelque chose qui est là à ce moment-là. Et donc, en fait, un équicoach n'a pas forcément besoin de la communication animale dans sa pratique d'équicoaching. Enfin, tu me dis, Sophie, mais il me semble que c'est pas Alors, nécessaire. non, je pense que c'est un complément. Je pense que ça peut être un complément dans une relation. Si je vais travailler, par exemple, un cheval et son cavalier. Là, Mm. là, ça peut être intéressant parce qu'on va vraiment travailler sur cette relation, sur leur relation. Et oui, et ce que tu disais à ce moment-là, ce que dit le cheval va avoir plus de valeur que ce Voilà. que toi tu peux dire. Mais si toi tu travailles avec tes propres chevaux, Non, pas forcément. non, pas forcément. Alors peut-être s'il se passait quelque chose dont je n'ai pas compris le sens, mais non, je pense pas. Alors ensuite, on a d'autres questions. Du coup, est-ce qu'un cheval peut avoir compris et en être affecté que ses gardiens avaient tenté de le vendre, n'y étaient pas parvenus et donc vu leur relation se détériorer après cela? Alors moi, pour répondre à cette question, j'ai besoin de demander l'avis au cheval parce que c'est arrivé que des chevaux me parlent d'une émotion que ça leur fait le fait d'être vendus ou de savoir qu'ils vont être vendus. Ce qu'il se passe aussi, c'est que quand l'humain sait qu'il va vendre son cheval, il change son attitude vis-à-vis de son cheval, son rythme de travail, son émotivité à lui, celle de l'humain change auprès de son cheval aussi. Donc un cheval peut percuter qu'il a été mis en vente. Il peut ressentir tous ces petits changements subtils, comme on a dit, ça peut le perturber. Maintenant, de là à ce que la relation se détériore, je garantis pas que ce serait que parce que le cheval, par exemple, serait fâché de cette décision. Il peut y avoir plein de petits détails que le cheval a vécu pendant cette période où il était mis en vente, ne serait-ce qu'à d'avoir été essayé par quelqu'un d'autre. Et ça peut s'être mal passé. Donc, ou d'avoir rencontré un certain nombre de personnes et de ne pas avoir apprécié rencontrer ces personnes. Voilà, donc là, il faudrait directement demander l'avis à l'animal. En fait, l'idée dans la communication animale, c'est qu'on ne fait pas de généralité. Dans telle situation, l'animal il vit ceci ou il vit cela, on va demander au cheval. Après, je vous ai parlé de quelques généralités, mais bon, ça fait 20 ans que je pratique. Donc des chevaux, j'ai parlé avec des milliers de chevaux en 20 ans, vous imaginez bien. Et du coup, je me dis qu'en général, ben, l'idée qu'on se fait du cheval, elle est erronée sur certains sujets. Mais quand même, sur des questions qu'on va me poser, je vais toujours demander à l'animal parce que ben, un animal n'est pas l'autre, il n'a pas le même vécu, la même personnalité, donc il faut forcément faire du cas par cas. Mhm. Deuxième question, est-ce que la communication auprès des chevaux est assez similaire à une communication auprès d'autres animaux comme chiens et chats? Donc là, on va parler de communication. Alors, je pense que deux réponses sont intéressantes. Donc moi, je vais donner la réponse communication animale. Sophie, tu parleras du côté plutôt travail avec l'animal dans l'accompagnement de l'humain. Donc pour ce qui est de la communication animale, c'est exactement la même approche et la même méthode, quelle que soit l'espèce animale. Et donc en fait, on n'a pas trop de limites par rapport à ça, puisqu'on ne va pas être justement dans un décodage du comportement de l'animal. Donc il ne faut pas forcément avoir une connaissance pointue de l'éthologie et des mœurs de toutes les espèces animales. Mais c'est vrai que si on a cette connaissance-là, on comprend mieux de quoi l'animal parle en communication quand il parle avec nous, puisque ben, l'animal n'utilise pas de mots. Comme l'a dit Sophie, c'est un animal, il reste dans la perception. C'est un être qui pense en perception, qui
lit tout à partir de sa perception. Il n'a pas peu de capacité à se faire des concepts, à part les grands singes, les espèces de grands singes qui ont un cortex préfrontal, ce que n'ont pas les chevaux, ni les chiens, ni les chats, etc. Et donc le communicant, quand il reçoit le message d'un animal, il reçoit des informations dans ses 5 sens, ce sont des perceptions. Et ce sont des perceptions qui sont animales. Donc en fait, il faut après réussir à faire le chemin de conceptualiser ces perceptions pour y mettre des mots, ce que l'humain est capable de faire. Mais ça peut demander d'avoir un peu de connaissance sur les animaux pour mettre les mots qui sont justes et pas malheureusement utiliser ça pour faire plus d'anthropomorphisme que ce qu'on fait déjà quand on les observe en ne les connaissant pas. Voilà. Alors après, maintenant, pour ce qui est du travail avec l'animal, Sophie, entre chien, chat, cheval. Oui, je te rejoins complètement. La seule chose, c'est que ils ont leur propre mode de communication. Un cheval ne communique pas comme un chien ne communique pas comme un chat, et voilà. Après, l'anthropomorphisme, pour moi, c'est un point très, très important, très sensible, auquel il faut attacher beaucoup d'importance. Et en fait, c'est d'avoir suffisamment de recul et de se dire, tiens, analyser des faits, en fait. Une observation, c'est partir de l'observation, point. Qu'est-ce que j'observe? Qu'est-ce qui se passe là concrètement, hein? Bêtement et concrètement, sans aller extrapoler quoi que ce soit. Mais donc, pour moi, la communication, elle est similaire, mais en fait, c'est comme si je parlais avec un Anglais et puis je parle avec un Chinois. Des Oui, si codes, tu passes, ouais, en c'est un- passant du c'est- cheval au chien ou au chat. voilà. Mm. C'est un Oui, parce que vocabulaire peut-être différent, c'est un comportement légèrement différent. Le chien va quand même faire tout pour l'homme, toujours revenir vers l'homme. Et c'est cette notion de faire plaisir à l'homme. Alors peut-être pour avoir une récompense en retour, avoir cette euphorie de l'humain. Le cheval pas, hein. Le cheval va pas faire les choses pour te faire plaisir. S'il vient vers toi, il a un intérêt. Il y a Mm. un intérêt derrière. Et oui, parce qu'en plus, tu disais, le cheval, on le récompense en lui foutant la paix. Exactement. Et en fait, le chien, on le récompense en lui donnant de l'attention. Donc, c'est Exactement. quand même effectivement pas tout à fait le même travail Tout à fait. selon l'espèce animale avec laquelle on est. Voilà. Alors, ça reste un animal, ça reste une communication, oui, qui va se passer par un échange de regards, de ressentis. Parfois, il n'y a même pas besoin du regard. Je sais très bien ce que mon chien fait. Voilà. Mais c'est deux, c'est un oriental et un occidental, quoi. Ouais. Oui, c'est pas du tout pareil. Effectivement, après, on voit plus le chien dans la médiation animale, alors que l'équicoaching, c'est vraiment du coaching et c'est vraiment avec le cheval, du coup. Ouais. Tu pratiques pas avec un chien, quoi. Je le fais pas avec un chien parce que c'est pas du tout, enfin, je pourrais pas travailler cette notion de liberté, par exemple, que mes chevaux ont à venir ou pas travailler. Mm, Le chien viendra faire la fête, viendra recevoir sa mm. petite caresse, viendra s'installer là, pas loin. Euh, Et ouais. oui, oui. Voilà, donc en fait, là, c'est quand même une manière que le cheval a, parce qu'il est cheval, en fait, hein, de nous interpeller et qui est exclusif au cheval. Donc ça Oui. concerne effectivement ce travail de coaching, l'accompagnement de l'humain, que les autres espèces ne vont pas forcément permettre. Alors que dans la communication animale, bon là, on n'a pas trop la limite de l'espèce, aussi parce que on n'est pas justement attaché à la lecture comportementale de l'animal. C'est un peu plus vaste, on va dire. On peut recevoir des informations qui sont sur différents niveaux aussi, c'est-à-dire
Quand je dis différents niveaux, c'est des informations d'ordre comportemental, mais aussi émotionnel, mais aussi par rapport à la pensée de l'animal. Il y a une différence de pensée d'une espèce à l'autre, évidemment, mais on peut accéder à cette pensée, qu'elle soit une pensée chat, une pensée chien, une pensée cheval. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions? Est-ce que certains d'entre vous souhaitent prendre le micro pour du coup nous poser des questions, euh, partager peut-être une anecdote aussi sur voilà ce que vous avez pu vivre avec les chevaux, avec vos chevaux, votre cheval, qui vous aurait interpellé, fait grandir ou qui vous aurait guidé dans une direction. Ou qui vous interpelle, vous avez envie qu'on décortique ensemble. Après, si vous n'avez pas de questions, bon, on peut aussi clôturer cette conférence. Voilà, en vous remerciant beaucoup du coup pour votre participation et pour les questions qui ont été posées aussi. Je vais vous communiquer du coup par email les coordonnées donc, de Sophie pour que vous puissiez éventuellement la contacter si vous êtes intéressé par la démarche, par l'équipe coaching. Sophie donne des formations aussi pour apprendre l'équipe coaching. Si c'est une voix qui vous appelle, n'hésitez pas à la solliciter. Je sais pas si tu veux dire un mot. Mais la formation démarre en septembre, donc oui, si vous êtes intéressé, il ne faut pas traîner. Mais nul doute qu'il y aura d'autres sessions qui seront proposées. Écoute, je me déplace en France, je me déplace en Belgique avec les chevaux en centre pénitentiaire. Donc, au besoin, je me déplace où on veut en fait pour animer une formation. Euh, voilà, je suis disponible par mail, par WhatsApp, même si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, si vous avez envie de prendre contact, n'hésitez pas. Voilà. Et ben du coup, on va clôturer là cette session. Merci pour votre participation Merci pour et ton bonne invitation. soirée.